Voilà, c'est parti. Oui, donc ce que je disais aujourd'hui, donc on va revoir un petit peu ce principe de typographie générative. Donc, c'est-à-dire finalement prendre une fonte ou charger une fonte au format TTF ou OTF et extraire en fait des points sur les contours du texte que vous allez passer donc à une fonction un petit peu spéciale qui est disponible sur la classe P5 Font dans la librairie P5JS. Donc, j'ai simplifié certaines écritures, notamment j'ai placé dans une fonction le fait de pouvoir déplacer, ou en tout cas déplacer voilà, le texte pour le centrer sur l'écran. Donc, on va voir, ça prend une ligne, il faut passer quelques paramètres. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est comment travailler avec la 3D. On va peut-être commencer d'ailleurs par ça en préambule. Comment travailler avec la 3D depuis P5JS en utilisant l'interface de programmation WebGL. Donc WebGL, en fait, c'est le standard un petit peu aujourd'hui pour dessiner en 3D en utilisant une interface de programmation avec les cartes vidéo, voilà, les cartes graphiques de votre ordinateur. Donc on va voir, ça prend voilà, un paramètre qui est passé à la fonction Create Canvas. Troisième paramètre, donc en plus de la largeur et de la hauteur. Et donc là, on va avoir accès à de nouvelles fonctionnalités auxquelles on n'avait pas accès évidemment en 2D, notamment tout ce qui concerne les transformations. Donc on va revoir un petit peu ces notions de transformation. Puis vous allez voir qu'on va être doté d'un troisième axe, hein, outre l'axe X et Y, et bien maintenant on va avoir un axe Z qui va pointer vers le fond de l'écran. Donc, on va avoir accès aussi à de nouvelles fonctionnalités de transformation en 3D, puisqu'on va pouvoir se déplacer maintenant selon trois axes, mais aussi pivoter, donc effectuer des rotations selon les trois axes. Donc, en 2D, on avait simplement la possibilité de faire une rotation, j'allais dire, angulaire selon un angle qui était défini par rapport à l'axe des X. Là, maintenant, vous allez voir, on va avoir la possibilité de faire pivoter tout ça en 3D. Donc, on va revoir, ce sera l'occasion un petit peu de revoir ces transformations qu'on va utiliser. Et puis, je vous montrerai comment on peut câbler ça sur le dessin de typo générative, donc de manière très simple. Ça va se faire vraiment quasiment de manière presque immédiate. Et puis on reverra, voilà, on reverra donc ce principe de création de formes génératives. Mais on va utiliser là des formes 3D. Donc on explorera notamment. Alors j'ai été voir hier un petit peu rapidement. Il y a pas mal de fonctions de dessin de primitives géométriques en 3D avec P5JS, donc telles que le dessin de sphères, de boîtes, de box. On peut dessiner des cônes et on peut dessiner aussi des tores. Donc on va voir ça. C'est assez élégant. Et on peut aussi, alors ça j'ai découvert ça tout à l'heure en regardant, on peut charger pardon, des modèles 3D directement. Donc ça, je pensais qu'on ne pouvait pas le faire. Et puis avec P5JS, on peut le faire, c'est intégré directement, donc sans librairie complémentaire. Donc oui, alors je vous donnerai un travail à rendre en binôme, enfin alors je vais préciser tout à l'heure là un petit peu comment dire l'énoncé qui est un petit peu succinct, mais l'idée donc ce sera de travailler en binôme et je vous laisserai peut-être démarrer le projet tout à l'heure. Donc de créer un projet de typographie dynamique, c'est-à-dire donc reprendre un petit peu le template qu'on va voir ce matin, qu'on va revoir ce matin, et puis l'adapter donc en imaginant un système graphique qui, pour chaque point extrait donc de la forme des glyphes, eh bien, vous allez redessiner donc des formes géométriques ou pas, hein. Ça peut être des images, j'ai pas forcément comment dire, de prérequis là-dessus, qui vont s'animer, donc soit avec la variable temps, donc par le biais de frame count, ou par une interaction, donc par le biais de la souris. Et l'idée, c'est que j'aimerais bien créer une sorte de galerie en ligne, quoi. Donc comme j'avais fait l'an dernier pour les différents sketchs que vous avez fait. Mais là, j'aimerais avoir presque une application plein écran, c'est-à-dire qu'on peut lancer
une mini-page sur le site internet. Et puis, on peut faire défiler comme ça les différentes créations. Voilà, avec peut-être le nom et le crédit. Donc, ça pourrait être pas mal d'avoir une sorte de slideshow finalement de vos créations. OK? Donc, je vous laisserai peut-être démarrer, je pense, le projet tout à l'heure si on ne prend pas trop de temps sur la 3D, puis la révision donc, de ces principes de typo générative. Et puis voilà. Donc, on va commencer simplement par quelque chose de très simple. Donc, la 3D. Je vais vous demander de vous connecter donc, sur votre compte d'éditeur P5JS. Donc, moi, je vais repartir là. Et voilà, donc je vais me positionner là. On va peut-être se mettre sur une taille un petit peu plus grande pour être plus à l'aise. Je vais me placer en 600-600. Et donc, pour activer le mode 3D dans P5JS ou le mode WebGL, c'est un petit peu pareil. En fait, on va passer un troisième paramètre à la fonction Create Canvas qui va être donc en majuscule le mot-clé WebGL. Voilà, tout simplement. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous activez en fait le mode de dessin en 3 dimensions, ce qui n'empêche pas toujours de dessiner aussi en 2 dimensions, hein, dans le plan de la caméra virtuelle, de la caméra de la scène 3D. Mais maintenant, vous allez avoir la possibilité de déplacer les objets, donc soit de les rapprocher, soit de les éloigner de ce qu'on appelle de la caméra. Hein. Donc c'est quand on regarde une scène en 3D, c'est comme si on plaçait une caméra dans un monde 3D, et puis l'utilisateur, en fait, est cette caméra en quelque sorte. Donc là, on va avoir 3 axes, donc X, Y et Z. Alors, peut-être que je pourrais les dessiner. Ouais, alors, juste pour... Je les dessinerai après. Bon, on va l'utiliser comme ça. Et donc Z, oui, alors la chose qui est importante, c'est que quand vous activez le mode 3D, le mode WebGL, c'est que votre repère de dessin, en fait, va changer de position. Donc, pour l'instant, quand on faisait un Create Canvas, je vais lancer. Quand on faisait un Create Canvas, en fait, le repère de dessin était positionné ici, en haut à gauche de votre canvas, donc avec un X vers la droite et un Y vers le bas. Quand vous activez le mode WebGL, automatiquement, il est placé au centre de l'écran. D'accord? Donc, avec toujours pareil, l'origine placée au centre de l'écran et les axes qui restent identiques. Sauf que maintenant, voilà, on a un axe Z qui traverse l'écran en quelque sorte. Donc, ça, on peut. Voilà. Donc, si je fais par exemple une ellipse, j'en sais rien, 0, 0, par exemple, allez, je vais faire un cercle. 50. Hop. Donc, si je relance ça, vous voyez que, voilà, ce que je vous indiquais, le 0, 0, je me trouve immédiatement au centre de l'écran. Donc ça, c'est un comportement qui est propre à la 3D, qui n'existe pas d'ailleurs dans l'éditeur de processing. Quand on active le mode 3D, on est obligé de se déplacer au centre de l'écran, ce qui paraît assez naturel quand on travaille en 3D. Et voilà, donc après, vous pouvez utiliser vraiment les fonctionnalités. Donc vous voyez que quand je me déplace de 50 pixels, eh bien, je me déplace bien vers le bas. Donc ce qui veut dire que eh bien, mon cercle c'est bien déplacé de 50, donc que les Y pointent bien vers le bas. D'accord? Donc tout ça, voilà, ça s'utilise. Là, on n'a rien qui a changé sur nos fonctionnalités de dessin. On peut dessiner ça voilà, de manière voilà, classique, je dirais, avec Processing. Alors, ce qui va changer maintenant, c'est qu'on va avoir, donc je vais mettre ça peut-être en commentaire ici. Donc, ce qui a changé maintenant, c'est qu'on va pouvoir utiliser toutes les fonctions qui sont liées à la 3D dans P5JS. Donc ici, alors je vais vous montrer sur la référence. Il y a toute une liste de fonctions qu'on peut utiliser donc avec la 3D, voilà, et les primitives 3D. Donc elles sont plus nombreuses que dans l'éditeur de processing classique. Donc vous avez le dessin de plan, box, sphère, cylindre,
cône, ellipsoïde et torus. Donc, on va commencer par dessiner simplement une boîte. Et donc, box, c'est une fonction qui prend, voilà, plusieurs paramètres. Donc, je dirais dans sa forme la plus simple, elle prend aucun paramètre. Donc, il y a une dimension par défaut. On va l'utiliser, nous, avec ce premier paramètre qui va être la dimension. C'est-à-dire que si vous passez, par exemple, 50, ben, vous allez avoir donc la largeur, la profondeur et la hauteur de votre boîte qui sera de 50. Donc, on y va. On va dessiner ça. Box, donc 50. Et on va se retrouver. Voilà, donc on se retrouve avec donc, une boîte qui est dessinée au centre de l'écran et qui nous fait face. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit simplement un carré. D'accord? Donc il faut imaginer voilà, qu'on est en perspective. Alors on va le dessiner peut-être, tiens. On va y aller peut-être un peu plus fort. Voilà, descendre. Donc les options de dessin fonctionnent toujours pareil hein, dans Processing. Et puis pour se rendre compte qu'on dessine vraiment en 3D, on va se placer en no-fill. D'accord? Donc no-fill, ça va annuler le remplissage des facettes de notre objet. Donc là, hop, vous voyez que disparaît donc le remplissage de notre cube et on voit apparaître donc les lignes, en tout cas les arêtes de notre cube avec ici la face arrière. Et vous voyez qu'on travaille dans une sorte de perspective hein, avec le point de fuite qui est vraiment situé au centre de l'écran. Donc toutes les lignes, si on dessine un cube dont la profondeur était très très grande, eh bien en fait on convergerait vers ce point de fuite. Donc ça c'est très classique hein, quand on dessine en 3D cette perspective-là. Okay. Bon, on va le faire pivoter. Donc alors je vais essayer cette fonction. J'ai pas essayé, tiens, si elle fonctionnait, mais vous vous souvenez qu'on avait cette fonction qui s'appelait rotate. Et donc rotate, elle faisait tourner un objet dans le plan ici, dans le plan finalement XY, dans le plan des axes XY. Donc je pense qu'elle fonctionne toujours. Alors avant d'utiliser le rotate, on va se placer, on va indiquer à Processing qu'on veut travailler plutôt avec des angles exprimés en degrés. Hein. Donc, je vous rappelle, les angles exprimés en degrés, ça permet de dire, par exemple, 360 degrés, c'est un tour, et 180 degrés, c'est un demi-tour, 90 degrés, c'est un quart de tour. D'accord? Donc, ça paraît vraiment plus naturel de travailler avec ça qu'avec les radians qui, eux, sont exprimés avec des formules qui intègrent pi. Donc, on y va. On va indiquer à Processing qu'on veut travailler en degrés. Donc, ça s'écrit avec la fonction angle mode qui va prendre soit le paramètre degrees ici, ou soit le paramètre radian. D'accord? Sachant que par défaut, on utilise un angle mode qui est en radian. Okay. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, on va ici passer. Donc, tiens, on va faire pivoter de 45 degrés, parce que si on faisait pivoter d'un demi-tour, on verrait rien, puisque le cube est symétrique. Donc, on va faire pivoter de 45 degrés. D'accord? Bon, voilà, ça marche. Je n'avais pas essayé, je pensais que peut-être il fallait donner l'axe de rotation. Donc, vous voyez que eh bien, ici, ça pivote donc, sur son axe. Donc, vraiment, on est sur l'axe, on fait pivoter, on fait tourner comme si voilà, on le tournait ici dans le plan du canvas. Bon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter ici directement la variable frame count. Hein. Je vous rappelle, cette variable, en fait, elle est relativement simple. Elle contient, ou sa valeur correspond au nombre de fois qu'on a appelé la boucle de dessin. Donc, au bout d'une seconde, comme on dessine 60 fois par seconde, et cette valeur vaudra 60. Donc, c'est un bon... En général, c'est pas mal de l'utiliser justement quand on veut faire pivoter des choses, parce que là, ça veut dire en gros que je fais tourner mon cube de 60 degrés par seconde. C'est ce que ça veut dire. Donc, on va essayer ça, puis vous voyez que voilà, on tourne ici. Donc, si on veut aller un petit peu plus vite, on peut le multiplier. Alors, donc ça, c'est pas mal. Alors, je vais peut-être voilà, faire mon petit dessin. Alors, je vais reprendre
presse, Baudreau. Voilà. Hop, donc je vais peut-être enlever ça. Voilà, donc j'ai redessiné un rectangle pour le canvas. Hop. Donc on est sur notre canvas comme ça. Et maintenant, donc on va avoir trois axes. Donc on a toujours donc notre origine, hein, vous avez vu, qui est centrée donc par rapport au canvas. Et donc on a nos axes toujours X et Y qui sont comme ça, X et Y. Et maintenant, on va rajouter, alors je vais le dessiner avec une perspective un petit peu bizarre, mais normalement, hein, il serait aligné avec l'œil du spectateur. Mais on va avoir un axe, alors je pense qu'il est orienté comme ça. Je ne vais pas dire de bêtises, mais si c'est comme dans Processing classique, l'axe des Z va vers le fond. C'est-à-dire que si on se déplace avec des Z positifs, eh bien on recule vers le fond, entre guillemets, de l'écran. Bon, ben, on va tester. Et donc là, on a l'origine, ici. On va tester et on va réutiliser donc les fonctions de transformation. Donc pour vous rappeler, hein, on a, je dirais, deux fonctions principales de transformation. Il y aura une troisième dont on se sert, mais bon, assez, en tout cas pour ma part, assez peu. Donc on a la fonction qui s'appelle translate, qui permet de déplacer l'origine du repère. Il y en a la fonction rotate, donc là, pour nous, qui nous permet de pivoter. Donc là, la nouveauté, c'est qu'on va avoir ici trois rotates différents. On va pouvoir faire pivoter notre objet autour de l'axe des Y, donc comme ça. On va pouvoir faire pivoter notre objet sur l'axe des X, donc plutôt comme ça. Et on va pouvoir faire pivoter notre axe autour de l'axe des Z. Donc là, de manière, je dirais, un petit peu implicite, hein, ou de manière voilà, un petit peu cachée, ben nous, ce qu'on a fait jusqu'à présent avec ce rotate, c'est qu'on fait tourner autour de l'axe des Z. Donc il faut vraiment voir ça comme étant voilà, l'axe de rotation de l'objet. Donc on va essayer, tiens, on va essayer d'écrire ça et on va remplacer ici le rotate par rotate Z, d'accord, qui devrait être normalement équivalent. Voilà, d'accord. Donc ça, il faut bien, voilà, il faut bien avoir en tête les trois axes de notre environnement 3D. Donc vous voyez que quand on fait un pivoté, quand on effectue une rotation autour de l'axe des Z, c'est vraiment là les flèches associées à X et Y qui tournent, d'accord? Qui tournent. Donc pareil, si on fait tourner autour de l'axe des X, c'est vos axes Y et Z en fait qui tournent donc dans un plan perpendiculaire donc à cet axe X, d'accord? Et donc pareil pour Y, si on fait tourner autour de Y, ben en fait en réalité on fait tourner donc le repère X et Z, d'accord? Les flèches X et Z. Bon, ben on va essayer, tiens, on va essayer de faire tourner donc sur l'axe, par exemple, des X. Donc on devrait se retrouver pardon, avec une rotation comme ça. Donc on devrait avoir un cube comme ça on a l'impression qui roule. Donc on va changer ça. Donc j'ai dit ouais, rotation par rapport à l'axe j'ai dit quoi? Oui, l'axe des X, pardon. Donc là, vous avez donc rotate Z, rotate X et rotate Y. Donc là, voilà, vous voyez qu'on a cet effet. Donc là, on tourne vraiment comme si l'objet tournait, s'enroulait en quelque sorte autour de l'axe des X. D'accord? Et puis, ben, du coup, on peut essayer l'axe des Y. Donc là, on devrait le voir tourner comme ça, comme s'il était sur une sorte de présentoir. D'accord? Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est on peut tout à fait combiner les rotations. C'est-à-dire qu'on peut à la fois combiner une rotation sur l'axe des X et combiner une rotation sur l'axe des Y. Donc là, on va faire une première rotation axe des X et puis axe des Y. Donc on va avoir une rotation. Allez, tiens, on va le faire. Ici, rotate X et on va pas le faire aller à la même vitesse. Donc on peut dire par exemple frame count, par exemple. Donc ça veut dire qu'il va aller deux fois moins vite sur l'axe des X par rapport à l'axe des Y.
Je sais plus, mais il me semble on n'avait pas vu l'an dernier la 3D avec. J'ai un doute là tout à coup. La 3D avec. Non, on Avec... n'avait pas vu. On l'avait pas vu, hein, ouais, voilà. J'avais un doute si je l'avais fait avec vous ou l'année précédente. Donc voilà. Donc ça c'est pas mal. Vous voyez que assez vite, finalement, on a accès à toutes les fonctionnalités 3D. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est se déplacer aussi. Donc, on peut déplacer notre cube dans cet environnement. Alors, bon, on va essayer, tiens, le translate. Donc, translate, c'est une fonction. Alors, je ne sais pas si ça existe. Non, elle n'existe pas. Donc, translate, qui était une fonction qui, pour nous, prenait deux paramètres. Donc, la quantité sur les x et la quantité sur les y dont on veut se déplacer par rapport à l'origine. Et bien là, elle va être transformée. On va avoir une écriture avec trois paramètres, donc qui correspondent au déplacement selon x, y et z. D'accord. Donc là, ce qu'on va faire, on va juste tester. Et on va donc pas se déplacer sur XY, donc on va rester centré sur l'écran. Et on va se déplacer selon Z positif. Donc on va voir, si je ne vous ai pas dit de bêtises, normalement, Z positif, si mon dessin est correct, on devrait se déplacer vers le fond de l'écran. Donc allez, on va essayer ça. J'ai une chance sur deux. Voilà, ben, je me suis trompé en fait. Voilà, donc en fait, l'axe des Z, et bien en fait, il est vers nous. Donc là, c'est pas bon. Donc excusez-moi, je me suis trompé. Donc c'est l'axe des Z, il part dans l'autre sens en fait. D'accord. Donc on n'est pas là. Je sais pas si je peux effacer ici. Je vais revenir en arrière. Tiens, hop. Voilà. Donc l'axe des Z, en réalité, voilà, c'est différent par rapport à la version de processing. Donc, quand vous donnez un déplacement en Z positif, vous vous rapprochez du spectateur, en tout cas. Voilà. Donc, et il arrive un moment où, si vous donnez une valeur, par exemple 400, vous allez avoir la sensation d'être à l'intérieur du cube, en fait. C'est comme si on avait vraiment pris le cube qui était un petit peu distant, puis on l'a rapproché, puis on l'a mis là, et puis il tourne autour de nos yeux, en quelque sorte. D'accord. Et donc, à contrario, donc si je me déplace vers moins 400, et bien là, je repousse donc le cube au fond de l'écran. D'accord. Alors, on pourrait, tiens, bon, je vais me remettre, tiens, je vais peut-être me redéplacer, j'en sais rien, en 100. Bien, comme ça. Et pareil, donc au lieu d'utiliser frame count, hein, pourquoi ne pas utiliser un petit peu d'interactivité et câbler ici, par exemple, mouse X. Donc, ce qui veut dire que quand je vais déplacer la souris en X, je vais faire pivoter. Alors, ce qui n'est pas assez naturel, tiens, d'ailleurs, on va câbler peut-être mouse Y. Donc, quand je vais me déplacer, en fait, ici, de haut en bas, donc quand mouse X va varier donc entre 0 et puis la hauteur de mon sketch qui vaut 600, eh bien, je vais faire pivoter sur l'axe des X. D'accord. Donc, on va avoir un mouvement qui est assez naturel. Et on le fait, donc en même temps qu'il tourne sur l'axe des Y, on le fait pivoter sur l'axe des X, et en fonction de mouse Y. Alors, ce qui est un peu bizarre, mais en général, quand on veut vite tester des objets comme ça en rotation, on câble la rotation X sur le mouse Y et la rotation Y sur le mouse X. D'accord. Donc, tiens, on peut le faire. Mais voilà. Donc ça, il faut le voir par rapport aux axes. Donc là, vous voyez, hop, je fais pivoter le cube, donc ce qui paraît assez naturel. Et pareil ici, voilà, quand je suis comme ça, voilà, il tourne comme ça. Il tourne dans ce sens. D'accord. Alors, tiens, on va revoir aussi un petit peu parce qu'on va s'en servir tout à l'heure. Et puis on peut s'en servir, on va s'en servir maintenant aussi. Tiens. On va revoir la fonction map. Vous vous souvenez, la fonction map, c'est une fonction, hop, tiens, je vais dessiner là. Donc la fonction map, ici, c'est une fonction qui va prendre, par exemple, un nombre, j'en sais rien, 50, qui est entre 0 et 100,
par exemple. Et il va vous le donner, en fait, il va recalculer ce nombre, donc il va projeter ce nombre dans un autre intervalle. Donc, par exemple, si je vous dis 50, il se déplace entre 0 et 100, quelle est sa valeur si on le projette entre 0 et 200? Logiquement, ça va être 100, d'accord? Parce que 50, il est au milieu de 0 et de 100, et 100, on le conserve comme étant le milieu de 0 et de 100. Donc, par exemple, si on a 25 qui évolue entre 0 et 100, sa version map ou mappée, ou en tout cas qui a été transformée par la fonction map, eh bien, hop, elle sera transformée en la valeur ici, 50. D'accord. Donc ça, on va l'utiliser. Nous, on va se dire, tiens, cette fonction-là, on va l'utiliser pour dire, je sais que par exemple, mousex, alors je vais agrandir ici le canvas, je sais que mousex, hop, eh bien, il est présent, alors je vais l'écrire mx, donc il varie entre 0 et ici la largeur de l'écran. Donc là, on va l'appeler, je vais l'appeler W, mais c'est pour width. Et on veut nous le transformer, on veut transformer cette valeur en angle, donc un angle entre 0 par exemple et 360 degrés. D'accord. Donc là, on va utiliser la fonction map en fait. Donc on va écrire map de mx qui varie, donc virgule 0, virgule width. On veut le transformer donc en un nombre qui va varier entre 0 et 360. D'accord. Donc on va écrire map de mx, virgule 0, virgule width, virgule 0, virgule 360. Et ça vous donnera donc la valeur projetée de mousex dans ce nouveau référentiel ou dans ce nouvel intervalle. D'accord. Donc ça, c'est pour contrôler un petit peu les valeurs que l'on veut récupérer en fonction de valeurs qui varient dans un intervalle que l'on connaît. Donc là, on va y aller. On va ici, on veut dire par exemple que sur l'axe des X, donc sur la rotation comme ça, eh bien on veut transformer mouse Y, donc qui va varier pour lui entre 0 et 8. Donc là, on donne les bornes donc de la variable qui varie entre ces bornes, et on dit qu'on veut le reprojeter, donc on veut le recalculer entre 0 et 360 degrés. Donc là, je suis certain que quand ma souris mouse Y va aller de 0 jusqu'à 8, je suis sûr que cette valeur-là aura varié entre 0 et 360 degrés. D'accord? Donc là, je suis certain que quand je descends comme ça, alors je vais repartir, donc là, 0, pas de rotation. Et là, je vais faire un tour complet. D'accord? Donc là, les quatre facettes se sont présentées et on fait un tour complet. D'accord? Donc là, on pourrait utiliser, par exemple, 90 degrés. On essaye, et vous voyez que là, hop, on fait, alors j'essaie de ne pas trop bouger sur l'axe des X. Voilà, donc là, on a fait une rotation de 90 degrés. Hein, donc imaginez, on prend un cube et hop, on le fait tourner juste d'un quart de tour. Donc on avait une face qui était présente devant notre visage, devant nos yeux, et hop, on fait tourner de 90, donc on se retrouve avec une autre face. Hein. Donc on va laisser 360. Et pareil, tiens, là, on peut utiliser, hop, voilà, map, écrire la même chose, mais attention, en prenant width et non plus height, donc de 0 et 360. Je suis sûr que notre cube ne va effectuer qu'un seul tour quand on va balayer, donc, ou quand le pointeur de la souris va balayer, donc soit de droite à gauche, soit de haut en bas, d'accord, sur les différents axes. Tiens, j'étais en train de penser, on va pouvoir utiliser... Oui, tiens, on va se faire une petite boucle, ça peut être marrant. Faire une petite boucle. Donc, alors, tiens, non, avant de faire la petite boucle, justement, de ce que je voulais vous montrer, c'est cet effet un petit peu poupée russe, de redessiner, en fait, un cube de plus en plus petit. Voilà, donc,
C'est un effet assez graphiquement assez intéressant. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut dessiner vraiment d'autres objets avec Processing. Donc là, on a vu la box. D'ailleurs, box qui peut prendre, hein, donc vous avez vu sur la définition de la fonction, c'est une fonction qui prend plusieurs paramètres. Donc les trois principaux, c'est width, height et depth. Donc largeur, hauteur et profondeur. Hop, j'essaie, voilà. Donc là, voilà, box 200, 200, 200, c'est comme si on écrivait ça. Et donc là, on peut peut-être aussi modifier les paramètres. Donc, je ne sais pas, on peut écrire, voilà, une box qui fait 200 de large. Si on lui dit de faire 100 de haut, voilà, on se retrouve avec une boîte comme ça. Et pareil pour la profondeur. Tiens, on peut faire une boîte toute petite. Donc, le fameux parallélépipède. Voilà. Bon, on va rester dans l'écriture simple de dessin de cube, hein, box 200. Et je vais vous montrer d'autres fonctions de processing. Donc, vous avez notamment la fonction sphère. Et la fonction sphère, elle va prendre en paramètre, alors je ne sais plus si c'est le diamètre de la sphère ou le rayon. Bon, on peut aller voir, tiens, sur la définition. On va aller voir ici. Ouais, sphère, alors, si je vais... Ah, c'est le rayon. Voilà, donc ce qui est différent de circle et de ellipse où on passe le diamètre. Donc là, on va passer la fonction, on va passer un paramètre qui représente le rayon. Donc là, je vais lui passer, tiens, pareil, 200. C'est peut-être même un peu grand. Voilà. D'accord. Donc sphère 100, vous voyez que il vous dessine une sphère donc avec, voilà, avec un rayon de 100. Donc vous voyez que là, on voit vraiment le côté polygone, hein, de ce qui n'était pas forcément évident avec le cube, hein, où on avait 4 faces, mais là, on prend vraiment conscience du dessin 3D d'une sphère qui se fait par un assemblage en fait d'une série de triangles, eux-mêmes constitués en fait ou assemblés à partir d'une série de points distribués sur une sphère. Donc tiens, on va essayer les autres paramètres. Et donc oui, voilà, vous pouvez passer donc en général détail X et détail Y, donc ce qu'on avait tout à l'heure sur la box. En général, ça va être voilà, détail X, ça va être ici, je pense, le nombre comment dire, de points que vous allez avoir donc sur l'axe des X. Donc ici, je pense sur le pourtour. Donc là, il y a une valeur par défaut qui, à mon avis, doit être, je pense, autour de 10. Bon, on va essayer, tiens, on va essayer 5. Puis on va voir ce que ça fait. Donc là, vous voyez que sur le pourtour, au lieu d'avoir une dizaine de points, on en a plus que 5. Donc, ce qui donne une sorte de... ouais, on n'est plus vraiment sur de la sphère. Là, on est presque sur je sais pas, une espèce de patatoïde. Et donc, pareil, on peut préciser donc, le nombre de points sur l'axe DY, donc de haut en bas, finalement, de la sphère. Donc là, on peut, pareil, on va passer à tiens, 5. Et voilà. Donc là, vous allez voir qu'on est sur une sphère, mais qui est un petit peu en mode, sur le mode Xavier Veillant, là, le lion, très polygonal, quoi. Voilà, très peu de détails, quoi, finalement. D'accord. Donc, à contrario, vous pouvez essayer des valeurs un petit peu extrêmes. Donc là, je pense que ça va faire beaucoup de points. Ah, d'accord, il me dit, voilà. Il me dit qu'en réalité, je ne peux pas mettre plus de 24 ici. Donc, hop, on va se mettre en 10 et 10. Donc ça, pareil, tiens, on va faire quelque chose. On peut le câbler pour voir son effet. On peut le câbler sur, évidemment, la position de la souris. Donc là, on va dire, par exemple, grâce à un map, map mouse X, donc qui varie entre 0 et width, et on va le reprojeter donc entre, allez, on va pas donner 0 parce que ce serait absurde de n'avoir aucun point. On va dire, tiens, au minimum 3 et au maximum 20. D'accord? Donc là, qu'est-ce que ça va faire? En fait, quand on va balader la souris donc de mouse X de 0 jusqu'à width, en fait, le détail donc sur le pourtour, donc
nombre de subdivisions sur le contour de notre sphère va évoluer. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Cannot read, ligne 16. Alors, on n'a pas le droit de faire ça. Map ici. Ah, peut-être qu'il faut que je le transforme. Oui, peut-être qu'il faut que je le transforme en int. Voilà, le souci. Donc là, vous voyez, plus je me déplace sur l'axe des X, et plus la précision donc sur le pourtour de ma sphère devient important. Et Donc là, c'est on quoi, voit. Oui, oui, pardon. c'est quoi int? Alors, int, c'est quand tu prends, par exemple, tiens, on va l'écrire ici. Voilà, je vais t'écrire par l'effet. Donc, tu as par exemple une variable ici qui, on va l'appeler A égale 5.2. Si j'imprime A, pardon, c'est console.log. Si j'imprime A dans la console, j'ai bien 5.2. Par contre, si j'imprime int de A, bien en fait, tu vois qu'on n'a plus que 5. Donc int, en gros, ça transforme un nombre qui a virgule. Ça prend juste la partie entière de ce nombre. Ça élimine tout ce qui est après la virgule. Voilà, c'est tout. Donc là, c'est D'accord. ce qu'on... Par Voilà. exemple, si 5,6, ça fait pas 6, ça Non. fait juste 5. Ouais, voilà. Donc là, on peut le tester. Alors, c'est vraiment... voilà. Donc, il D'accord. existe deux fonctions. Alors, c'est une question intéressante, ça. Donc, il y a la fonction floor qui, elle, va prendre justement, qui est un petit peu l'équivalente de int. Et tu as la fonction sail qui, elle, va prendre la valeur au-dessus, qui va arrondir au nombre au-dessus. Voilà. Bon, en général, voilà, on prend la fonction int. Et voilà, si on veut des nombres entiers. Donc là, c'est exactement ce qui se passait. C'est qu'en gros, en fait, on calculait un nombre à virgule et la fonction sphère ne connaissait pas, enfin, ne savait pas interpréter ce que voulait dire découper voilà, notre sphère, notre orange. Donc, imaginez comme si on faisait des tranches avec un nombre à virgule. Voilà, donc voilà, c'était pour ça qu'il y avait la petite erreur. Donc, int d'un nombre à virgule, ça enlève tout ce qu'il y a après la virgule. D'accord? Voilà. Donc, ouais. On pourrait faire pareil pour l'axe des Y, hein, c'est-à-dire, tiens, on peut le faire. Allez, on va écrire un petit peu la même formule, et comme ça, on verra un petit peu l'effet de mouse X et mouse Y. Donc, on peut faire, donc, alors, int, je mets les parenthèses, map, je mets les parenthèses, et mouse, donc, Y, qui varie entre 0, alors donc attention aux écritures, hein. Donc vous avez bien vu là, hein, quand j'ouvre une parenthèse, immédiatement je la ferme et je viens me placer à l'intérieur de la fonction. Voilà. Donc là on commence à voir, si on regarde ça un petit peu avec, voilà, un petit peu de loin, ça reste relativement compliqué. Donc mouse Y qui varie entre 0 et 8. Eh bien là je veux qu'il varie donc entre, on va le faire varier en même temps que mouse, enfin, sur la même plage de valeur entre 3 et 20. Là, vous voyez que ici, j'ai presque voilà, une sphère, mais qui est composée donc, sur le pourtour de trois points. Donc là, on le voit bien, on a un triangle. Et pareil, donc sur l'axe des Y. Pardon. Donc plus je me déplace ici, plus voilà, j'augmente la précision. D'accord? Donc là, on voit vraiment comment est construite une sphère d'un point de vue algorithmique, hein. On a vraiment voilà, la résolution sur le pourtour du nombre de points qu'on va distribuer sur le pourtour et le nombre de points sur voilà, d'un pôle à l'autre de notre sphère. Donc ça, c'est assez intéressant de voir ça. Donc ça permettait de revoir aussi un petit peu la fonction map. Donc, je répète, fonction map qui est, voilà, que j'utilise, voilà, c'est une fonction, je dirais, de calcul
que j'utilise quand je fais du dessin génératif énormément, enfin même quasi systématiquement. Voilà, elle permet de prendre une valeur qui est à l'intérieur d'une valeur minimum et maximum et de la projeter dans un autre intervalle. Donc là, on transforme typiquement, on transforme une valeur de mouse X, on la transforme en angle. Et dans le deuxième exemple, on transforme mouse X en valeur de découpage pour les détails X et Y de notre sphère. Alors, tiens, ben on va rajouter un petit peu, je vais vous montrer, tiens, avant qu'on fasse les boîtes. Donc, ce qui peut être pas mal aussi, c'est de faire varier le point de vue de la caméra. Donc, c'est-à-dire que ici, pour l'instant, on a mis un Z, donc avec les Z positifs vers nous. Là, ben, pareil, on peut, pourquoi pas, dire que, eh bien, on va faire évoluer ça en fonction du temps. D'accord? Donc, naïvement, on peut mettre ça, frame count, donc à la place. Donc là, pareil, vous voyez que ce que je fais, c'est ultra expérimental. Je me dis, bah, tiens, j'ai une variable ici qui décrit en fait la position en Z de ma forme géométrique. Qu'est-ce que ça fait si je remplace cette valeur par mouse X? Qu'est-ce que ça fait si je remplace cette valeur par frame count? Donc là, logiquement, plus le sketch va durer longtemps et plus l'objet va se rapprocher de nous. D'accord? Donc là, vous voyez, on va se rapprocher et puis il va arriver un moment où cet objet-là va nous dépasser. Donc on va rentrer dedans. C'est pas mal. Tac. Voilà. Et là, tiens, on va sortir un petit peu son étoile noire. Voilà. On va sortir par là. Donc là, on n'a aucun moyen finalement de revenir en arrière. Hein. Une fois que frame count a dépassé une certaine valeur, ben, l'objet, en fait, il continue derrière, entre guillemets, derrière nous. Alors, ben, on va réutiliser la fonction sinus. Sinus, en fait, vous vous souvenez, on l'avait vu l'an dernier. C'est une fonction, tiens, je vais dessiner ça. Hop. Qui va osciller. D'accord? On va lui passer un angle ou une valeur qui va varier entre 0 et 360. Et donc, cette valeur, ben, elle va osciller. D'accord? Elle va osciller entre une valeur -1, le minimum, et +1, de manière harmonique. D'accord? Donc, je vais la redessiner ici. Hop. Donc là, si on se place ici, on va avoir ici, on va lui passer un paramètre alpha. On va être ici, on va positionner des points un petit peu réguliers, donc 180. On va se mettre en 360 ici. Et donc le sinus, c'est une fonction. Donc tiens, on va se mettre en 90 ici et 270 ici. Donc j'utilise énormément aussi. Donc sinus, ben, elle va avoir cette tête. Alors, hop, on va partir comme ça. Hop, en 180, on revient à 0. Je dessine hyper mal, mais voilà, vous avez compris le. Et puis on va continuer comme ça, d'accord? Donc ce qui est bien, c'est que si on dépasse 360, eh bien ma fonction continue d'osciller. Et donc on va avoir ici la valeur 1 et ici la valeur -1. Donc ça, on se dit, bah tiens, ça peut être parfait pour nous parce que on pourrait avoir un objet comme ça qui va en quelque sorte pulser. Il suffit juste finalement, si on dit que alpha, on le met sur l'index sur frame count, vous voyez que frame count, en fait, il va valoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, si on prend le sinus de frame count, eh bien, on va se déplacer en fait sur ces valeurs. D'accord? Donc, si on prend un sinus de frame count, vous voyez qu'on va, au bout de 360, si frame count vaut 360, on sera ici, puis on va continuer d'osciller. Donc ça, c'est très bien. Et si on prend donc sinus de frame count, on va le multiplier par une valeur. Donc multiplier par une valeur, voilà, ça revient ici à changer un petit peu, comment dire. Alors je vais dessiner. Donc là, on est sur sinus de alpha. Et si je prends donc sinus de alpha, mais multiplié, j'en sais rien, par 100 par exemple, eh bien ma valeur ici va varier entre -100 et 100. Donc ce qui est parfait pour nous.
si on met ça dans le troisième paramètre de translate. Donc, on va avoir comme ça un effet un petit peu d'aller-retour de notre forme. OK? Bon, allez, on va câbler ça. On va revenir dans le sketch. Et ici, ben voilà, au lieu de mettre frame count, donc en troisième paramètre, on va écrire donc sinus de frame count. Attention aux parenthèses. Et on a dit qu'on le multipliait par 100. Là, on devrait avoir voilà, notre sphère qui va osciller de manière assez lente, hein, puisque pour faire voilà, une oscillation complète ici, il faut 360 dessins. Et donc, comme il y a 60 dessins par seconde, eh bien, il va nous falloir donc 6 secondes pour que ça fasse une oscillation. Donc, on veut que ça aille un petit peu plus vite. Et la solution pour que ça aille plus vite, ben, c'est qu'on multiplie ici le frame count. On va le multiplier, j'en sais rien, tiens, allez, par 4. Et d'accord. On va aller un petit peu plus vite. On va multiplier par 8. On va aller 2 fois plus vite. Donc là, vous voyez qu'on a indexé donc le déplacement en Z de notre prototype là, de sphère, et bien sur le sinus de frame count, donc quelque chose qui oscille, et puis on a amplifié la valeur, et donc on a ça. Donc la valeur ici représente vraiment comment dire, donc 100, ça va être le maximum, et moins 100, le minimum. Donc là, pareil, on peut essayer des choses un petit peu plus grandes. Marrant. C'est peut-être un peu trop là, donc je vais essayer, j'en sais rien. 150. Voilà, et puis vous voyez que ben, les rotations continuent de faire effet hein, voilà, sur le dessin de sphère. Donc ce qui est pas mal. Alors, allez, petite dernière fonction qu'on va voir, que j'ai vue ce matin, c'est une fonction qui s'appelle cône et qui permet en fait de dessiner une sorte de voilà, donc un cône tout simple. Voilà, ici. Donc elle prend pareil 2 paramètres. Donc le premier paramètre, alors je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est le rayon en fait de sa base. Donc quelle va être la taille du cercle finalement sur lequel repose le cône. Et 70 ici, ça va être la hauteur. D'accord. Donc on va essayer de dessiner ça. Donc on va dessiner un cône, allez, qui fait, je ne sais pas, on va dire combien on avait pris pour la sphère, on a pris 100. Bon, on va prendre 100 et on va lui donner une hauteur de 200. Donc ça va être assez pointu, je pense. Voilà. Donc là, ben, pareil, on est toujours soumis aux rotations. Alors je vais peut-être réactiver le fil pour qu'on y voit quelque chose. Donc nos fils, et je vais me placer en fil 255. Tiens, on y voit un petit peu mieux. Donc là, vous voyez, alors ça oscille peut-être un peu vite, donc je vais mettre, au lieu de mettre multiplié par 8, je vais juste mettre multiplié par 1. Voilà, ça on y voit un petit peu mieux. Donc là, vous voyez, pareil, on va avoir la possibilité, en fait, de donner des détails sur l'axe des X et l'axe des Y. D'accord. Donc, détail X, je pense que c'est ce qui correspond vraiment au nombre de points qui vont être sur le pourtour donc du cercle qui constitue la base de notre cône. Et le deuxième paramètre, donc ici, détail Y, je pense que ça va être le nombre de, je ne veux pas dire de bêtises, qu'est-ce que ça pourrait être? Ouais, peut-être le nombre de segments sur la hauteur de notre cône. D'accord. Donc là, par défaut, on est sur un cône, je ne sais pas, qui doit avoir une quinzaine de points en détail X et à mon avis, un seul point ou deux sur l'axe des Y. D'accord. Donc ça, c'est pas mal.
Donc voilà pour la partie 3D. Alors après, il existe vraiment d'autres options à explorer, hein. Donc vous avez d'autres primitives. Voilà, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ici. Ces deux fonctions, donc load model et model. Donc load model en fait fonctionne un petit peu sur le chargement un petit peu qu'on a vu avec load image et load font aussi. Donc c'est exactement pareil avec une utilisation dans preload. Et vous allez pouvoir charger des objets au format .obj. D'accord. Donc il y a un format très très standard qui est disponible, je pense, dans tous les softs de 3D. Donc c'est un format en fait lisible, c'est-à-dire que vous pouvez l'ouvrir avec un fichier texte et en fait il va comprendre dedans l'ensemble des points et l'ensemble des facettes des triangles qui constituent le modèle 3D. D'accord. Sachant qu'une facette va être constituée de 3 points. Donc ça, je pense, ce serait pas mal d'essayer. Donc vous voyez que c'est très simple, hein, toujours pareil, on va créer une variable qui va recevoir en fait les données provenant du chargement du modèle, donc via cette fonction load model. Donc évidemment, il faut l'importer dans le sketch, comme on le fait pour les fonts ou pour les images. Et ensuite, vous voyez, c'est très très simple, vous appelez juste la fonction modèle en passant donc la variable qui est associée aux données de votre objet. Donc là, j'ai vu ça tout à l'heure, il y a typot, le classique objet. Et voilà, il y a le fichier STL qui est supporté. Voilà. Donc c'est pas mal. Alors je vous avoue que j'ai pas essayé, j'avais pas de modèle 3D sous la main, mais bon, je pense que ce serait intéressant d'essayer. Voilà. Et donc là, il y a un dessin coloré qui se fait, voilà, qui se fait par ça. Voilà, donc ça c'est pour le chargement d'objets 3D. Donc je pense qu'on peut aller même un petit peu plus loin parce qu'il me semble que j'ai vu des exemples où on peut gérer tout ce qui est lumière. C'est-à-dire que vous allez pouvoir finalement éclairer vos objets avec des lumières et donner ce qu'on appelle des matériaux. Alors, où est-ce que j'ai vu ça? Voilà, donc avec tout ce qui est matière, c'est-à-dire que vous allez définir finalement comment est constitué votre objet 3D, avec quelle matière, quelle couleur il a, si voilà, cette couleur est réfléchissante à la lumière, pas réfléchissante, etc. Donc tout ça, ça se fait, voilà, donc ça c'est un petit peu 3D avancé, mais ça se fait par ici, voilà, avec ces fonctions-là. Donc là, pareil, je vous avoue, j'ai pas du tout exploré. Euh, D'ailleurs, est-ce qu'il y a des exemples là? Oui, texture, ça va permettre de plaquer une image donc sur les facettes de votre objet. Donc là, vous voyez, on est à l'intérieur d'un cube, mais avec une texture ici qui provient d'une image qui a été chargée. D'accord. Donc vous voyez là, on appelle, juste avant de dessiner la box, on appelle cette fonction texture, et donc il va plaquer en fait l'image sur les facettes de votre cube. Voilà, et alors non, je voulais vous montrer tout ce qui est lumière, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Ah si, voilà. Là, typiquement, on voit ici l'effet de la lumière sur le dessin d'une sphère. Donc ça peut être, ça peut être pas mal. Voilà, d'avoir, tiens, on va pouvoir on va l'essayer, tiens, on va l'essayer tout à l'heure quand on va refaire le dessin de typo. Tiens, ça peut être pas mal. Donc là, pareil, vous voyez que vous placez ici une lumière d'ambiance, enfin, ambient light. Donc c'est une lumière un peu qui illumine façon soleil votre environnement 3D de manière uniforme dans toutes les directions et partout dans l'espace. Là, vous allez positionner ce qu'on appelle un point light. Donc, un point light, pensez, vous prenez une sorte d'ampoule assez forte et puis vous la baladez sur votre scène. Donc, évidemment, ça va éclairer les objets ici ponctuellement. Et donc, l'objet, comment il va réagir? Il va réagir donc en fonction de son matériau spécule. Donc, alors, je ne sais plus exactement à quoi ça correspond, mais voilà. Donc, shininess, ça va être est-ce qu'il brille beaucoup ou pas du tout? Donc là, vous voyez qu'on a deux objets
dont l'un eh bien, brille beaucoup et l'autre pas du tout. Donc ça, c'est lié à, voilà, à son degré de shininess. Donc vous voyez que la première sphère, bien, ah oui, donc j'aurais dit que c'était le contraire ici, et la deuxième brille moins. Ah oui, donc j'aurais dit que c'était le contraire. Donc peut-être que le coefficient correspond à autre chose. Enfin, vous voyez donc que shininess joue vraiment sur la façon dont l'objet va renvoyer la lumière. Donc la lumière qui est donnée par ça, par point light, hein. Donc les trois premiers paramètres, c'est la couleur de la lumière. Et les trois autres, c'est la position de cette lumière dans l'univers 3D. Bon, ben, on va essayer ça, tiens, ça peut être, je trouve que ça peut être intéressant. On va essayer ça avec notre typo génératif. Ça peut être intéressant. OK. Bon, ben on va repasser. Donc, tiens, on va appliquer ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on va appliquer ça, nos connaissances, au chargement, donc au dessin euh, de primitives 3D qui vont aller sur le pourtour donc, de notre forme géométrique. Donc pour cela, vous allez reprendre ici ce sketch là, que j'ai mis en lien sur le GitHub. Alors, je vais vous passer le lien dans le chat. Voilà. Donc vous pouvez toujours pareil sur la méthode, hein, vous le dupliquez et on va travailler dessus. D'accord, on va travailler dessus. Donc on va travailler en 3D. Voilà, on va explorer un petit peu le dessin 3D. Donc vous allez voir que ça fonctionne bien exactement ce qu'on avait fait la semaine, enfin il y a une dizaine de jours, hein, sur le côté. Voilà, on a une liste de points. On parcourt cette liste de points et pour chaque point, donc dans l'espace, ici donc on était en 2 dimensions, mais ici on peut tout à fait travailler en 3 dimensions. Eh bien pour chaque point, on va dessiner quelque chose en particulier. D'accord? Donc c'est ce que fait ce programme très simple. Là, il dessine, voilà, donc le texte qui est ici représenté par cette variable txt. D'accord? Voilà, donc sur le déroulé un petit peu ou l'architecture de notre programme. Donc dans la fonction ici, dans le gestionnaire preload, eh bien, on charge notre fonte ici qui est présente dans la liste de médias. D'accord? Donc que j'ai importé via ici le upload file. Donc cette fonte-là, j'avais été la chercher sur Google Font, hein. Vous pouvez essayer d'autres typos. D'ailleurs, pour l'exercice, ce sera bien de changer de typo. Donc la fonction preload, on charge vraiment notre fonte qu'on associe donc à la variable fonte. Dans le setup, on crée le canvas et on va donc sampler le texte, donc vraiment échantillonner les courbes qui constituent le texte avec cette fonction. Donc ça, c'est une fonction, une méthode qui travaille sur l'instance de la classe, donc représentée par fonte. Okay, et donc, on va lui passer plusieurs paramètres. Donc, le texte que l'on veut échantillonner, ou en tout cas voilà, sur lequel on veut travailler. La position, donc attention, cette position représentait en fait la position où on pose le texte. Voilà, donc là, width divisé par 2, height divisé par 2, on allait avoir ce texte par ici. On passe la taille de fonte, voilà, qui est représentée ici par une variable, hein, donc l'unité est en pixels. Et enfin, on va passer un objet, voilà, dont le paramètre principal est celui-ci, 0,2, qui va correspondre en fait avec quelle précision en fait on va vouloir découper ce texte. D'accord? Donc plus le nombre va être ici petit, et plus le nombre de points que vous allez récupérer. Donc je le trouve pas très explicite en fait ce nombre. Bon, voilà, il faut expérimenter avec. Ça aurait été peut-être plus judicieux de dire combien de points on voulait voilà, pour être plus à l'aise. Mais bon, si on passe par exemple 0,05, eh bien vous voyez que on récupère beaucoup moins de points. D'accord? Donc ce qu'on va se faire ici, c'est qu'on va se faire tout à l'heure une fonction. Puis je vous montrerai que voilà, cet échantillonnage, on va le faire d'ailleurs de suite, on peut
on peut le faire aussi de manière dynamique, d'accord? On peut le faire dans le draw. Donc, en gros, on va recalculer tous les points de façon dynamique, d'accord? En ayant ce paramètre interactif qui évolue avec le temps. OK, et voilà, donc la fonction dont je vous parlais, que j'ai insérée dans une petite librairie, donc librairie qui est référencée, hein, toujours pareil, dans le fichier HTML, voilà, qui est référencée ici. Donc elle est très succincte, cette librairie, puisqu'elle ne contient qu'une seule fonction. Si je vous montre, voilà, pas grand-chose. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction? Bien, en fait, elle va prendre ici, hop, je reviens là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, en fait, elle va prendre votre liste de points, le texte, la fonte et la font size, et elle va centrer en fait les points sur le canvas. D'accord? Donc, si je mets en commentaire cette ligne, vous voyez qu'on se retrouve ici avec notre texte, hein, donc qui est posé, dont l'origine ici est posée à cette position-là. Ce que fait cette fonction, c'est qu'elle prend tous les points, puis elle les décale de sorte à ce qu'ils soient centrés sur le canvas. D'accord? Donc il y a un petit calcul, ce qu'on avait fait il y a une dizaine de jours, hein, en calculant la boîte, la taille de notre texte, et puis en le décalant de la demi-largeur et puis de la demi-hauteur pour centrer. Donc voilà, j'ai écrit ça, c'est pratique, et voilà, ça permet d'avoir une écriture un petit peu compacte ici. Okay. Et donc là, pour terminer l'architecture de notre code, ici la fonction draw, donc qui est classiquement constituée d'une fonction de dessin du fond, background, et ici une boucle maintenant. Ça doit être classique ça maintenant. Donc on a un index qui va de 0 jusqu'à la taille de notre tableau, donc qui est symbolisé, hein, par cette écriture-là. On y va par pas de 1, et puis pour chaque point, eh bien, on dessine donc on dessine sous forme de cercle, pardon, chaque point de notre liste. Hein. Donc on accède au point numéro i par cette écriture, hein, encore une fois, point crochet i, et cet objet-là est constitué d'un x et d'un y, donc on écrit ça. Allez, bah tiens, ce qu'on va faire dans ce template, on va positionner ça, on va écrire une fonction, donc on va grouper ça dans une fonction, d'accord? On va se créer une fonction, donc vous allez voir pourquoi on va faire ça, parce que ça va être pratique après de la placer soit dans le setup ou soit dans le draw. Donc on va créer une fonction en fait qui, par défaut, eh bien, prend, on va dire, un texte, une fonte size, et va nous découper en fait notre fonction et centrer ça sur l'écran. OK? Donc on va écrire ça dans une fonction. Alors, on va se placer là et on va le placer juste après la fonction. On va écrire une fonction et on va l'appeler text to point and center. Donc ça, c'est une fonction en fait qui va exécuter en fait ces deux fonctions, qui va découper donc notre texte et va nous retourner un tableau de points, et va nous centrer le texte sur l'écran. OK? Donc ça, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre ici ça, donc les deux lignes, la 17, enfin tout ce qui est entre la 17 et la 24, et vous allez couper, coller. Donc on va déplacer tout ça dans cette fonction. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, points, en fait, voilà, c'est une variable qui a été définie ici. Donc ça a fonctionné. Et donc on va s'attendre ici à recevoir donc txt, ça c'est défini dans une variable. Donc ici. Width height divisé par 2, pareil, on les a. Font size, on l'a. Et tout ça, on l'a. D'accord? Et donc là, voilà, simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici appeler dans le setup. Vous voyez qu'on place ici dans une fonction ces deux fonctions juste pour simplifier l'écriture. D'accord?
Donc, on y va, on vérifie que ça fonctionne bien, et ça fonctionne bien. D'accord? Donc, quand il tombe sur cette fonction, P5JS regarde si cette fonction a été bien définie, puisque ce n'est pas une fonction du dictionnaire. Et si elle est bien définie, ben, il exécute toutes les fonctions qui sont à l'intérieur de ce code. D'accord? Donc ça, c'est pas mal. Pas mal. Donc ce qu'on voudrait faire, c'est qu'on veut ici passer, on aimerait bien écrire ici, passer un paramètre, par exemple 0.05. D'accord? On aimerait bien écrire quelque chose comme ça. Et ce 0.05, ben, on aimerait bien le paramétrer ça. D'accord? Donc ce qui nous permettrait ici assez simplement finalement eh bien voilà, de paramétrer le nombre de points en quelque sorte qu'on va avoir dans notre variable point. Ben ça, on va l'écrire ici en paramètre de notre fonction. Donc, on va dire, on va l'appeler, tiens, précision, paramètre. Et donc, c'est une variable qui va être, voilà, qui va être disponible ici à l'intérieur seulement de notre fonction. Et précision, eh bien, on va le passer ici. D'accord? Hop, précision. Donc, quand on va appeler cette fonction ici, hop, eh bien automatiquement, il va déclarer, en tout cas, il va comprendre que précision vaut 0.05 et il va le transmettre ici à notre écriture, ici, notre paramètre qui permet donc de contrôler le nombre de points. C'est vraiment ce qui va se passer. Donc, pareil, quand on fait des modifs comme ça, un petit peu structurels, avant d'aller plus loin, on teste si ça fonctionne comme avant. OK, ça fonctionne comme avant. Bon, ben super, on va tester. Est-ce que ça fonctionne si je lui passe, par exemple, 0. Comme ça, 0.3. Ouais, ça fonctionne. Impeccable. 0.1. OK, ben ça fonctionne. Super. Donc alors, si je vous montre ça, c'est pas pour rien, c'est que ben, j'avais en tête en fait d'utiliser cette fonction, non plus dans le setup. Donc dans le setup, ben, c'est fait une fois pour toutes, mais on va l'utiliser ici. Donc je vais le mettre en commentaire. On va l'utiliser dans la fonction draw. C'est-à-dire que ici, avant qu'on dessine quoi que ce soit, on va indiquer que bien, on veut recalculer en fait tous les points de notre contour. D'accord? Donc là, il y a un décalage de logique. Plutôt que de calculer les points une fois pour toutes et ils sont disponibles dans le draw et ils sont un petit peu immuables, ben là, on va recalculer chaque fois. Donc là, l'avantage de faire ça, c'est que ben, vous avez bien compris que on va rendre dynamique cette variable. D'accord? En tout cas, on va passer quelque chose qui évolue soit en fonction de la souris ou soit en fonction du temps. Bon, on fera peut-être en fonction du temps, tiens, avec ce qu'on a revu tout à l'heure sur le sinus. D'accord? Bon, ben, on va essayer. On va essayer déjà si ça tourne. Donc, OK. Donc là, ce qui se passe visuellement, ben, on n'a rien de différent, puisque ben, chaque fois, il recalcule les points, mais avec ce paramètre-là. Et bien là, on va lui passer. Allez, on va lui passer. Qu'est-ce qu'on pourrait lui passer? Bon, allez, on va utiliser MouseX. Donc, par contre, là, c'est important d'avoir revu map. Donc, MouseX, on sait qu'il varie entre 0 et width. Et on veut qu'on associe là, ici, une valeur de découpage. Donc, on va aller sur des valeurs ici assez petites, donc 0,025, et on va aller jusqu'à 0. J'en sais rien, on va aller jusqu'à 0.1. Tiens. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je vais me déplacer donc, de 0 jusqu'à de la gauche vers la droite, eh bien, je vais avoir une valeur qui est passée à ma fonction, qui va varier entre 0,025, donc très très peu de points, jusqu'à 0,1, donc un certain nombre de points. D'accord? Et donc, dynamiquement, vous voyez que j'ai mon nombre de points qui se modifie. Donc, ça, c'est pas mal. Donc ça, pareil, là, je le fais varier en fonction de la souris, mais on pourrait imaginer se dire, tiens, pourquoi pas avoir une variation temporelle et qui oscille entre une valeur minimum et puis une valeur maximum. Donc ça, ce serait complètement possible. D'accord? Alors, en préparant le cours, là, j'avais des petits exemples.
j'ai un petit exemple. Bon, on peut le faire. Je réfléchis, je regarde l'heure. Ouais, 10h45 déjà. Ça passe vite. Oui, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est... bon, allez, on va le faire. C'est qu'on va créer... c'est un exemple qui est dans le processing et qui est assez classique, c'est-à-dire qu'on va dessiner une sorte de ligne qui va parcourir en fait tous les points, comme si on avait voilà, une sorte de fil et qui passe par chacun des points. Voilà, donc on va le faire. C'est vite écrit avec un begin shape et un end shape. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser begin shape et end shape. Je vous rappelle, begin shape, end shape. Ça permet de dessiner une forme géométrique quelconque en passant une liste de points. Donc ce qu'on a appelé une liste de vertex. Donc là, ça tombe bien pour nous. On a exactement ça. On a une liste de points. Et en fait, on va lui passer à chaque fois vertex de quelque chose. D'accord ? Donc on va refaire ici, on va faire ici, hop, une première boucle qui est exactement page scindante 2. On va faire le dessin de ligne, puis le dessin des cercles. Donc là, vous pouvez copier-coller la structure de boucle sans oublier les accolades. Chaque point. Eh bien, donc on va encadrer ce premier for par un begin shape et un end shape. Je répète, begin shape et end shape, ça permet entre ces deux fonctions d'appeler la fonction vertex qui va créer un polygone donc à partir de cette liste de points. Donc là, c'est assez simple, on va juste passer vertex. Ici, là pareil, je peux copier point X et point Y. Si je relance ça, vous voyez que donc là on ne le voit pas. Je vais mettre en commentaire le dessin des cercles. Donc là, qu'est-ce qui se passe? En fait, on part du premier point, qui à mon avis est sur le P vers ici. Et puis, on suit la liste de points. Hop, on fait le contour. Tiens, on saute ici de là à là. Et donc, hop, on repart dans ce sens ici. Et hop, on va ressauter sur le 5. D'accord? Voilà, donc là, si on ne veut pas avoir de remplissage, toujours pareil, on peut se faire ici nos fils. Donc il y a des valeurs pour lesquelles finalement on perd complètement l'information de lettres. Hein. Donc là, le minimum ici, on est à 0,025. On va essayer, tiens, 0,05. Donc là, vous voyez que alors c'est assez intéressant parce que ça donne presque des formes un petit peu abstraites. Voilà, un petit peu comme si on avait, je sais pas, moi je vois toujours ça comme docteur qui écrit très vite et presque l'écriture devient illisible. Donc ça donne des formes assez simples, comme toujours pareil en principe génératif. On a une règle et les choses intéressantes émergent quand on commence à avoir des paramètres qui sortent un petit peu des limites, qui nous donnent des résultats, on va dire, un petit peu polissés. Donc là, vous voyez, je trouve ça presque assez intéressant là, sur les formes, quand on est à X, et là, ici, sur des très petits X. Voilà, là, ça donne des formes assez intéressantes qu'on pourrait utiliser sur d'autres principes ou comme input pour un autre étage génératif. Voilà, et puis hop, on revient. Alors, on va remettre le dessin des cercles. Donc ça, c'est pas mal parce que ça fait comme une espèce de rotule. Voilà. On pourrait augmenter la taille des cercles. Tiens, d'ailleurs, à ce sujet, je vais vous montrer un projet. Ça me fait penser à un projet.
qui a remporté un très très gros succès là, sur la scène art génératif là, il y a quelques semaines. Un projet d'un artiste qui s'appelle Dimitri Cherniak, qui vit aux États-Unis, à New York, je pense, et qui a remporté là. Vous avez peut-être entendu d'ailleurs, je fais une petite aparté, vous avez peut-être entendu parler de la scène crypto art, si ça vous parle, un petit peu de tout ce qui est NFT. Ça vous évoque quelque chose là? Ça a défrayé un petit peu la chronique il y a quelques jours là avec la vente aux enchères d'une image d'un artiste qui s'appelle Beeple et qui a vendu une image pour je crois, 60 millions de dollars sur le réseau en fait des blockchains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, se développe une activité économique autour de la vente de fichiers numériques qui s'appelle donc la scène crypto art et qui utilise donc les monnaies, les nouvelles monnaies, les crypto-monnaies en fait, telles que le Bitcoin, pour échanger comme ça voilà, des valeurs sur ce marché-là. Donc il y a un marché là qui est assez florissant. Et donc il y a des initiatives justement autour de ce, de ce principe-là sur des plateformes telles que, bon, je peux vous montrer, telles que, donc là, il y a une plateforme qui s'appelle Ikenunk, sur laquelle je suis, et donc qui propose en fait d'acheter des fichiers. Donc ça peut être soit des images statiques ou soit des sketchs P5.js. Voilà, donc il y a énormément de choses qui ont été faites d'ailleurs avec P5.js. Et donc, l'idée, c'est vraiment de vous constituer un porte-monnaie avec une crypto-monnaie ici qui s'appelle le Tezos. Et vous pouvez ensuite acheter donc le fichier. Donc, vous êtes propriétaire du fichier. Alors, c'est un petit peu plus subtil que ça. En fait, vous êtes propriétaire en quelque sorte de la signature du fichier. Donc, ça s'appelle un NFT, un non-fungible token. C'est une espèce de très grand numéro, très grande série de caractères en fait qui identifie la relation entre l'œuvre, l'image et l'acheteur. Donc c'est quelque chose qui se développe très 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 rapidement là en ce moment. Enfin, c'est même en train d'exploser. Et donc Ikenung, c'est une plateforme là qui vient de sortir il y a même pas un mois. Il y a déjà plus de 12 000 fichiers qui ont été téléchargés. Vous avez d'autres plateformes, donc une qui est connue, c'est Foundation.app. Voilà. Donc là, la monnaie est différente. C'est une monnaie qui s'appelle l'Ethereum. Voilà, sachant que donc voilà, il y a des comment dire, il y a ouais, des réticences en fait de la part de la scène art génératif à utiliser ce type de plateforme parce que c'est des plateformes qui sont pas du tout écolo. C'est-à-dire que pour effectuer les transactions, donc voilà, il y a tout un système en fait sur le réseau en fait qui s'appelle la blockchain et qui pour en fait voilà certifier que voilà le numéro, le NFT que vous générez est unique. Il y a tout un système de calcul qui est effectué, qui est très gourmand en énergie. Et donc, il y a une réticence de la part de la communauté dessin génératif ou art génératif à utiliser ce type de plateforme et qui préfèrent en fait les plateformes alternatives qui utilisent le Tezos, donc notre monnaie, qui utilise un autre système sur la blockchain et qui est beaucoup moins gourmand. Hein. Donc, c'est des ratios, alors je n'ai pas les ratios en tête, mais c'est de l'ordre de 1 milliard. C'est-à-dire qu'une transaction sur le Tezos, sur la blockchain de cette monnaie, va générer un coût énergétique de l'ordre du milliard. Bon, je dis peut-être une bêtise, mais c'est gigantesque, quoi, le ratio. Voilà. Donc, je vous le montre quand même, ça vaut le coup si vous voulez jeter un œil. Donc, vous avez aussi Super Rare, voilà, qui est une marketplace. Voilà, donc il y a des gens qui fabriquent, voilà. Donc là, on est plus orienté 3D et séquence 3D.
Et je ne sais plus pourquoi je disais ça, je voulais vous montrer un truc et je suis parti là-dessus. Oui, je ne sais plus pourquoi. J'étais parti là-dessus. Donc, SuperRare Foundation, vous avez aussi une autre plateforme qui s'appelle OpenSea. Alors, pareil, qui fonctionne sur la monnaie Ethereum, mais qui va, voilà, qui elle va basculer bientôt sur le Tezos aussi. Ou en tout cas, on pourra utiliser Tezos sur cette plateforme-là. Voilà. Donc, je vous parlais de ça, je ne sais plus pourquoi. J'étais parti là-dessus, ben, je ne sais plus. Voilà. Donc là, ok, voilà, donc il y a pas mal de choses qui ont été fabriquées avec P5JS là-dessus. Et donc quand vous cliquez ici sur l'œuvre, donc ça je pense que c'est Patrick Tressé. C'est un artiste en fait qui fabrique des portraits à partir d'algorithmes et de robots. Voilà, donc ensuite vous pouvez le collectionner. Donc vous l'achetez. Donc là ça coûte 10 Tezos. Un Tezos c'est à peu près je crois 5 non, je dis des bêtises, c'est 4 dollars et quelques. Voilà. Pour 40 euros, vous pouvez être propriétaire de ce sketch ici. Voilà, donc je ne sais plus ce que je disais, pourquoi j'étais parti là-dessus en partant de là. Eh bien, j'en sais rien, je ne sais plus. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà, donc sur notre sketch, ici, on a cette fonction donc on peut utiliser de manière dynamique et qui nous permet voilà, de recalculer l'ensemble des points sur le pourtour. Alors, ben, je vais vous proposer de passer ça en mode 3D. Donc, pas très compliqué. Alors, ce que je me disais, c'est que peut-être on va repartir. C'est vrai que là, j'ai travaillé sur le template, ce qui n'est pas bien. Mais ouais, je crois que j'avais préparé. Ah non, mais attends, je crois que j'avais préparé un template 3D. Alors, je vais aller voir dans ma liste de fichiers. Ouais, je vais sauvegarder. Je vais dans ma liste de fichiers et je dois avoir un template, voilà, template 3D. Et pareil que j'avais un petit peu, un petit peu modifié. Bon, c'est pas très grave. Je vous le passe. Ah, et voilà, donc ça utilise la même chose. Mais là, voilà, j'ai donné une rotation un petit peu d'ensemble ici, vous voyez, avec un rotate Y frame count. Donc c'est vraiment le même sketch, hein, sauf que là, dans le create canvas, j'ai changé et j'ai mis, donc effectivement, j'ai rajouté l'option WebGL pour se placer en 3D. Petite différence, c'est comme on se retrouve dans la fenêtre, on est déjà, notre repère est au centre de l'écran, ben, au lieu de prendre ici pour le text to point, au lieu de prendre 0, 0, width divisé par 2, height divisé par 2, ben, on prend 0, 0. Voilà. Donc on rappelle la même fonction, hein, center point. Donc on se retrouve avec une liste de points que je parcours. Et là, oui, voilà, donc là, peut-être c'est ce que je voulais voir avec vous. Eh bien, je dessine une boîte qui fait 10 pixels. C'est les boîtes qu'on voit apparaître ici. Et donc, pour chaque boîte, je me transporte ou je me déplace donc effectivement à la position XY. Et là, ici, normalement, j'ai sur Z la boîte qui bouge donc selon une profondeur. Alors, je pense que j'avais dû tester. Du coup, l'amplitude n'est pas énorme, donc on va rajouter, allez, 100 ici. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez chaque boîte. Alors peut-être qu'on ne le voit pas très bien. Je vais couper le rotate ici. Vous avez voilà, chaque boîte en fait qui va osciller exactement ce qu'on a fait avec le troisième paramètre du translate. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé encore une fois le sinus de frame count qui va donc me donner un résultat entre -1 et 1 ici, hein, en fonction du frame count, et que je vais multiplier ici par 100 donc pour avoir une amplitude. D'accord? Et donc là, j'ai rajouté à frame count la valeur i fois 45. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'on rajoute ici une quantité? Ça veut dire en fait qu'on se décale
sur notre courbe, d'accord? Donc, imaginez, on est à frame count ici qui vaut, je sais pas, qui vaut 90. Et imaginez qu'on lui rajoute une certaine quantité, donc j'en sais rien, qui dépend du point I. Alors, je ne peux pas sélectionner ça, pourquoi? Donc, qui dépend de la quantité I, on va se retrouver par exemple ici. Donc, si on a I fois 45, on va se retrouver en 135. Après, I2 ici, ici, ici. Et donc, vous voyez que quand frame count va se déplacer, en fait, tous ces points aussi vont se déplacer en même temps. Et donc, ça va créer comme ça une espèce, tous les points vont osciller en même temps, mais on appelle ça une oscillation déphasée, c'est-à-dire que ils vont être sur la même vague, mais pas au même endroit sur la même vague. D'accord? Donc, ce qui donne cet effet comme ça de vague. Donc, pour s'en convaincre, ici, on peut multiplier par 0. Si je multiplie par 0, vous voyez que tous les points oscillent en même temps. D'accord? C'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Et donc là, voilà, si j'enlève le x0, donc là, par exemple, si je mets que x5, là, ils vont être tous un petit peu, voilà, sur la même. D'ailleurs, c'est pas mal ça. Ils sont très peu déphasés, donc voilà, cette impression de torsion un petit peu du P5JS. Alors voilà, oui, ce que je voulais vous rappeler, c'était sur le push et le pop. Donc, quand on fait une transformation ici, comment on fait pour l'annuler? Le meilleur moyen, en fait, c'est de sauvegarder l'état du repère avec la fonction push. C'est-à-dire au moment où je vais finalement me déplacer, je projette de me déplacer une certaine quantité donc sur l'univers 3D, en fait, j'indique à Processing que je veux sauvegarder ce repère-là. Donc, je fais mes transformations et ensuite, je restaure le repère ici par le biais de la fonction pop. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que là, vous voyez que imaginons qu'on soit sur le premier point, en fait, on va déplacer le repère au premier point. Et si vous vous souvenez, les translates, en fait, ça se cumule. Donc, ce qui veut dire que si on ne faisait pas le push et le pop, en fait, on serait déjà au point 0, puis on va se déplacer d'une quantité, donc d'un delta x, delta y, qui correspond aux coordonnées du deuxième point. Donc, on va se déplacer pas du tout à l'endroit du deuxième point. Donc, c'est pour ça que on fait un push et ici un pop. D'accord? Donc là, pareil, on pourrait, pourquoi pas, faire pivoter notre cube. Bon, ça pourrait être pas mal. On va le faire pivoter de, j'en sais rien, de frame count. Allez, on va le faire tourner de frame count. On devrait avoir un cube qui tourne autour de son axe ici, de son axe Z. D'accord, donc c'est comme si on avait écrit rotate Z. Donc ce qui est pas mal. On va peut-être, ici, donc comme ça déborde de l'écran, on va peut-être enlever moins 100. D'accord, donc le fait d'enlever moins 100 va repousser voilà, nos géométries un petit peu, de sorte à ce que ça déborde pas sur le fond de l'écran. Pareil ici, donc frame count, on peut le décaler, en fonction de i. D'accord. Là, pareil, on peut tester des choses comme ça. Donc là, vous voyez qu'on a chacun de nos points, donc enfin de nos cubes quelque part, qui oscillent en fonction donc du frame count. D'accord. Et le fait de rajouter ici frame count plus i fois quelque chose fait que on se décale sur la sinusoïde et on a une des oscillations comme ça qui sont déphasées, ce qui donne des effets pas mal, je trouve. Donc là, pareil, on pourrait essayer changer la taille de la boîte, j'en sais rien, on va se mettre en 40. Ce sont des trucs pas mal, finalement. Ce sont des trucs assez intéressants.
Ouais, ouais, ça devient un petit peu illisible, mais ça peut être assez intéressant aussi comme forme paramétrique. On dirait presque des structures métalliques comme ça qui s'enchevêtrent. Je trouve ça assez intéressant. Alors pareil, on pourrait essayer, tiens, on va pas essayer, on peut essayer avec stroke, stroke 0. Alors je sais pas si la transparence va marcher. Bon, on va essayer stroke 0,50. Si ça marche. On dirait qu'il est... Ouais, c'est pas mal. Donc là, pareil, bah, on a un système là avec déjà pas mal d'entrées. Donc ça, bah, ça, typiquement, on pourrait, pourquoi pas, essayer de le câbler aussi. Vous voyez, donc là, on a un nombre. Je procède comme ça. Je me dis, bah tiens, ça, c'est vraiment, ça paramètre vraiment le déphasage en fait de tous les points. Est-ce que ce déphasage-là, on pourrait pas le câbler sur la souris? Pourquoi pas? Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que plus la souris va varier et plus on va écarter ou pas les points sur notre sinusoïde. Donc, ben, tiens, on va pouvoir essayer. Moi, j'y pense maintenant. Je n'avais pas prévu de le faire, mais ça peut être intéressant. Ben, tiens, on va se créer une variable. On va se créer une variable qu'on va appeler déphasage. Allez, on va l'appeler tiens, déphasage. Phase, tiens, plutôt phase, ce sera plus simple à écrire. Donc phase, on va la positionner à une valeur par défaut qui est 5. Voilà. Donc ça, phase, on prend cette variable-là et donc pour ne pas modifier le comportement pour l'instant qui fonctionne bien de notre programme, ben, phase, on va le rajouter, on va intervertir, donc le i multiplié par phase, eh bien on le met ici. D'accord? Voilà. Donc ça, je vérifie bien que ça fonctionnait comme précédemment, sauf que maintenant, eh bien, j'ai une écriture avec une variable. Donc, ce qui va me permettre ici, eh bien, de calculer la phase. Et ce qu'on a dit, c'est qu'on veut calculer cette phase ici. On va le faire avant la boucle, puisque c'est une phase en fait qui va être disponible pour l'ensemble des points, hein, donc pas besoin de le recalculer pour chaque point. Elle va être commune à chacun des points. Et on va utiliser la fonction map et on va dire map de mouse-x. Donc, qui va varier toujours pareil. Hein. Quand on fait du map sur le mouse X, on sait que ça varie entre 0 et width. Et par contre, donc notre phase, bah, tiens, on va la faire varier entre 0. Donc là, tous les points vont varier sur le même tempo. Et on va aller jusqu'à 45, qui était la valeur tout à l'heure. Là, hop. Donc là, vous voyez que c'est pas mal. On crée une sorte de déphasage qui dépendent vraiment de la position de la souris. Donc là, à 0, bah, vous voyez, ils oscillent tous un petit peu ensemble. Et puis, plus je me décale, et là, là, on voit presque l'onde, là, comme ça, qui se propage. Là. Et là, plus j'y vais, et plus je me décale. C'est pas mal. J'aime bien, en fait, pour ces valeurs-là, ici. Donc là, c'est pas mal. Alors évidemment, là, le fait d'avoir tout ça dans des variables, hein, vous pouvez changer le texte, vous pouvez changer aussi bah, les paramètres de dessin. Hein. Donc là, enfin le paramètre de calcul ici. Donc tiens, on va mettre quelque chose de beaucoup plus petit. Voilà, ce qui est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est un peu plus abstrait là, pour le coup. Et donc pareil, ben, je me dis, tiens, la taille aussi, on pourrait pourquoi pas l'indexer sur une sinusoïde, c'est-à-dire on pourrait avoir la taille donc de notre cube qui varie, pourquoi pas en fonction comme ça qui oscillerait avec un déphasage.
ça pourrait être pas mal. Alors, ce que je voulais essayer avec vous, ouais, déjà 11h10, ouais, je voulais vous faire travailler un petit peu là-dessus, en autonomie, et puis le temps file. Non, mais j'aimerais, tiens, on va essayer de tester. Alors, je me demande si ça va fonctionner, la lumière. J'aimerais tester, ouais, la lumière, en fait, pour voir si on peut avoir quelque chose de chouette avec, voilà, avec la lumière. Alors, je me demande si c'est compatible avec les transformations, en fait, qu'on a effectuées. Ben, pour le savoir, on va essayer. On va essayer. Donc là, l'idée, c'est de reprendre un petit peu ce qu'on a vu là tout à l'heure, hein, sur cette lumière. Donc là, on va copier-coller du code et on va rendre nos cubes un petit peu consistants, de sorte à ce qu'ils soient éclairés, qu'il y ait des jeux de lumière qui s'effectuent donc sur le cube. Alors, comment on va faire ça? Ben, on va aller copier-coller du code. On va aller copier-coller du code d'exemple. Et ici, on va peut-être... alors, qu'est-ce qu'on va aller copier-coller? Ben, on va copier-coller peut-être tout ce qui... Ouais, on va dessiner des sphères déjà peut-être, hein. Et on va copier-coller. Alors, tout ce qui concerne ça. Tiens, je vais prendre ça. Ouais, et on va prendre ça. Donc, je vous le copie-colle sur le chat. Tiens. Voilà, et ça, on va le reporter. On va le reporter ici. Donc, avant qu'on dessine nos cubes ou enfin, nos formes géométriques, on va donc générer en fait ou disposer l'environnement lumineux de notre scène. Donc, ambient light, ça prend un RGB. Donc là, on va avoir une couleur plutôt grise. Donc, tiens, on pourra essayer avec d'autres couleurs. Et point light, c'est ce que je vous indiquais, hein. C'est vraiment un spot lumineux qu'on va déplacer donc sur notre scène. Alors peut-être là où il va falloir faire gaffe, c'est ici sur cette valeur parce que nous, bon, tiens, on va essayer 50. Donc ça, c'est le Z, hein. Donc il ne faudrait pas qu'on place la lumière au fond de la scène puisque du coup, elle va rien éclairer. Donc là, il faut juste prendre garde que les figures qu'on va dessiner ici soient bien voilà, en face de notre point light. Donc on va laisser peut-être, parce que là, ça va varier entre 0, oui, je pense que je pense que c'est bon. Et là, on va dessiner des sphères. Tiens, on va dessiner des sphères ou des boîtes pour voir si on rejoint un petit peu l'exemple. Donc, on va dessiner des sphères, je ne sais pas, de 20. Et donc, sphère, bon, on va essayer comme ça. Tiens, allez, on va essayer comme ça. Donc, hein, sur la méthode, vous copiez-collez le code là. Alors, attention, copiez-le bien avant la boucle, hein. Donc, ça, l'environnement lumineux, on le positionne qu'une fois. Pas besoin de le refaire pour chaque sphère. Et là, au lieu de dessiner une boîte, on va dessiner une sphère. Donc, on va voir. Ouais. Alors, je vais supprimer peut-être le no-fill. Et on va se mettre en no-stroke aussi. Donc là, vous mettez en commentaire les options de dessin et on va se placer en no-stroke. Donc, pas de couleur de rendu. Ça marche. Ouais, ça marche. Ah, c'est pas mal, hein. Carrément pas mal. Donc là, on est clair, vous voyez que les points, en fait, vous voyez que l'impact lumineux, en fait, il dépend de la position de la souris. Ouais, c'est carrément pas mal, en fait. Alors, j'aimais bien l'autre, là. Ah oui, mais on n'a pas positionné le shininess. Alors, on va positionner, voilà, c'est ça que je voulais positionner, le shininess. Là, ça va nous donner vraiment comment dire, le comportement, si c'est ultra ponctuel ou un petit peu diffus. Donc, on va se placer là, shininess 1. On va tester ça. Ouais, on va mettre la valeur 20 qu'il y avait, un exemple, voilà. Ouais, c'est pas mal. Bon, le côté un peu changement de phase là, m'énerve un peu.
C'est pas mal sur l'idée, mais justement, pour voir les effets de la lumière, on va peut-être le mettre à une valeur fixe. D'accord? Donc, on va le laisser à 5. Donc, ça, vous pouvez le mettre en commentaire. Voilà, qu'on voit les effets de la lumière. Ouais, c'est pas mal, ouais. On dirait que c'est des globes oculaires qui suivent la position de la souris. Et bah, tiens, on peut essayer les différentes couleurs, et notamment la lumière du point light. Alors, par exemple, là, si au lieu de mettre 255, on met 255,00, donc, ce qui veut dire qu'on va donc éclairer avec une lumière rouge eh bien notre objet. Donc voilà, c'est pas mal. Moi, je préfère un gris. Puis ben là, du coup, on peut peut-être en rajouter des points, je me dis. On va se remettre en 0,075 tout à l'heure, hein, comme c'était. Ouais, c'est pas mal. Il y aurait une espèce de chenille un petit peu processionnaire comme ça. Alors, peut-être on peut jouer aussi on peut jouer sur la taille de la sphère. Donc tiens, tiens, on va essayer les boîtes pour voir comment elles réagissent à cette lumière. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est vraiment pas mal. Et du coup, bah, ça aura le coup d'essayer avec d'autres objets, avec peut-être avec des cônes ou avec des sphères, avec des tores. Même je me dis, est-ce que ça peut marcher? Alors la boîte, elle est comme ça, comme si on avait des sortes de gratte-ciel. Alors, si on passe box 30 en largeur, on va passer 30 et on va passer une hauteur genre 100. Je sais pas. Ouais, ça marche bien. Ça fonctionne là, je vais pas trop vite, là, je m'excite un peu là avec ça. Vous arrivez à suivre à peu près un petit peu sur la démarche? Oui, oui, nickel. Oui. Ouais? Ah, super. Bon, vous voyez, ça donne des résultats plutôt chouettes. J'avais pas essayé avec la lumière. D'ailleurs, là, on le voit, le spot lumineux, là, ici. On voit le halo, en fait, qui se dessine. Alors, ce qui pourrait être assez intéressant, c'est de voir quel est l'effet de le placer. Donc là, il est à 50. Qu'est-ce que ça fait si on le recule? Donc, logiquement, il devrait moins, ou il devrait peut-être plus éclairé. Le halo devrait être, voilà, il est beaucoup plus important, hein. Donc, imaginez une lampe torche, et donc là, évidemment, plus vous éloignez de la lampe torche, si votre lampe torche donc, hein, est infinie, enfin éclaire à l'infini. Et donc là, bah, vous voyez que le halo est beaucoup plus important puisqu'on est plus loin. Donc ça, c'est assez intéressant comme paramètre aussi sur lesquels jouer. Là, voilà, je suis beaucoup plus proche. Et donc, qu'est-ce qui se passe si je le positionne derrière? Donc, on va se mettre, par exemple, à moins 150. Donc là, on devrait, comme si on éclairait de derrière, en fait, les objets. Voilà. Donc, ils vont être un petit peu, voilà, un petit peu à l'ombre, entre guillemets. Ouais. Donc, ce qui peut être assez intéressant aussi sur les effets de lumière, quoi. Voilà. Comme si on était pas à l'ombre, mais plutôt à contre-jour. Donc, ce qui est exactement ça, finalement. On est face à la lumière qui nous éclaire. Donc, c'est carrément pas mal.
Je vais repositionner en 50. Et alors, question, est-ce qu'on peut mettre 2 points lumineux? Ben, on va essayer. On va essayer. On va en mettre un, tiens. Alors là, pareil, hein, vous voyez, là, j'essaye complètement. Je vais inverser, tiens, lock Y et lock X. Et on va se mettre un point. Bah, tiens, on va essayer avec un point de cette couleur-là. Ouais, je pense que ça fonctionne. Là, on a à la fois l'éclairage gris. Donc là, vous voyez, on a le spot lumineux. Là, bah ouais, ça fonctionne bien. Ouais, c'est hyper bien. Donc là, vous voyez, on a le spot violet là qui se balade donc avec les coordonnées X, Y inversées. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal, quoi. Et donc si on reprend les sphères, je vais quand même essayer ouais, avec les sphères, ouais, on le voit carrément mieux là. Les effets de spot lumineux de couleur. Et si on change, là je vais essayer avec des valeurs un petit peu absurdes. Voilà, on dirait qu'on on a une espèce de, je sais pas, de ballon de baudruche. Ouais, donc je pense on peut avoir plusieurs lumières dans le processing. Et donc Specular Material aussi, ça précise la couleur de votre matière. Donc là, par exemple, si je mets du noir, logiquement, ouais, c'est pas mal. Donc là, le noir, il réfléchit parce que j'ai ce paramètre, shininess. Ouais, donc ça donne des résultats vraiment, vraiment intéressants. J'avais pas essayé, moi j'avais juste essayé avec comment dire, avec le wireframe, enfin avec la 3D à plat. Donc là, c'est vraiment chouette, quoi. Et du coup, alors si j'augmente le shininess, là, vous voyez, il y a énormément de paramètres. Essayer, ouais. Donc là, je pense que plus on augmente le shininess et plus le point lumineux va être petit. Donc on va réessayer, par exemple, 2, là, ça devrait être plus étalé, ouais. Et alors, si on dessinait le fond en noir, ça peut être intéressant, ça aussi. Parce que du coup, ouais, comme si on était, comme si on était dans une sorte de, ouais, je sais pas. Donc je vais peut-être remettre mes sphères en 20. Ici, je les positionne un tout petit, 10. Ouais, c'est pas mal. Je préfère quand c'est un petit peu plus. Là, si je me remets en 200 ici. Et si je j'active pas le shininess, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et donc ambient light aussi, on peut changer ça. On peut mettre. Donc si je mets par exemple une lumière blanche très crue, donc là, ça devrait être encore plus. Ouais. Donc là, ça sature. Ouais. Donc ambient light, c'est vraiment en gros la puissance de la lumière qui éclaire toute la pièce. Donc là, j'ai mis, voilà, là je l'ai positionné à 255, donc c'est un blanc très fort. Donc là, vous voyez que les couleurs saturent parce qu'on a l'objet qui est éclairé à la fois par cette lumière ambiante plus les deux spots euh, lumineux dessus. Donc là, on va essayer, tiens, une lumière ambiante très faible.
Et donc avec nos deux spots pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Et alors si j'en place une, si je vais en placer une derrière, tiens, la violette, je vais la placer derrière. Ça donne des résultats intéressants, ouais, sur les jeux d'éclairage. Et donc si je change ma phase, si je mets, j'en sais rien, par exemple, mettre 20. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Je mets 40. Ouais, c'est un petit peu absurde. Mettre un petit peu plus de points peut-être. Allez, si avec 0, 0, 1. 0, 1. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de points. Ouais. Bon, c'est pas mal. Je suis hypnotisé par ça. Et donc voilà, ben pour le. Alors je regarde l'heure, ouais, bon, on va peut-être s'arrêter là. Et donc pour ce projet, donc j'aimerais que vous travailliez comme ça, ben, peut-être réfléchir. On pourra en discuter lundi. D'ici réfléchir d'ici lundi. Mais l'idée, ce serait vraiment voilà, de créer comme ça un rendu, donc qui peut être soit 2D ou soit 3D. Mais là, on a vu qu'avec la 3D, il y avait quand même de chouettes possibilités donc en termes d'éclairage de scène, de géométrie, etc. Et ce serait donc par binôme de choisir un texte, une typo, et d'imaginer un rendu ou d'explorer en tout cas un rendu de typo un peu générative comme ça. Donc j'ai fixé la date du rendu à pas le lundi d'après, mais le mercredi, je crois. Ouais, voilà. Non, le lundi 5 avril. Donc ça nous donne, je sais plus quand est-ce que c'est. C'est pas ce lundi prochain, mais le lundi d'après. Voilà. Donc ça laisse une bonne semaine, mais je pense que lundi on pourra en rediscuter. Si vous pouvez y réfléchir, voilà un petit peu, voilà, vous documenter. Donc vous pouvez aller voir sur le lien ici. J'ai mis pas mal de références. Euh, et puis voilà. Puis on pourra reprendre ça lundi si vous voulez y travailler ensemble. OK? Bon, je vais vous laisser. Euh, Monsieur, oui, est-ce qu'on est obligé de se mettre par deux ou est-ce qu'on peut aussi se mettre par trois si on veut? oui. Alors, j'avais prévu binôme parce que je m'étais dit que vous étiez une vingtaine. Oui, vous pouvez faire un travail de groupe. Bon, par 3 maximum, par contre. OK? Ok, merci. Et alors, peut-être l'idée, ce serait, oui, voilà, donc l'idée, ce serait d'avoir une petite page Internet qui permet de faire défiler toutes vos créations, donc de manière animée, interactive, comme ça. Et je vais réfléchir à ça, voir comment on peut, à partir des codes P5JS, en avoir plusieurs sur une même page pour pouvoir les faire enchaîner. OK? Bon, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ça va. Oui, juste, Ça. Oui, Pamela? pardon, c'est juste créer une typographie générative. On peut la faire comme on veut, 3D, 2D. Oui, voilà. Là, j'ai aucun prérequis par rapport à ça. Donc, ça peut être soit en 2D, ce qui peut être aussi intéressant. L'idée, c'est qu'elle soit animée, évidemment, que ce ne soit pas juste des dessins statiques. Donc, pour les motifs, soit vous pouvez partir sur de la géométrie, soit vous pouvez partir, je pense que vous savez faire, charger une image ou plusieurs images et puis dessiner des choses à la place des points. Donc, ça, c'est complètement possible.
ou explorer ce qu'on a fait ce matin sur la 3D, donc qui ouvre des perspectives avec justement ces primitives géométriques et l'éclairage. Mais ça peut être aussi, alors ça peut être assez intéressant d'explorer cette piste, de pourquoi pas, si vous avez des compétences, de créer des objets 3D, de les importer dans ce sketch-là, et puis avec le petit exemple qu'on a vu là, le load obj qui est en ligne sur les exemples, charger des objets, puis voir ce que ça donne aussi. Ça peut être assez intéressant d'essayer ça, je pense. Donc, par exemple, si je fais un objet sur Rhino, je peux Oui, l'exporter. oui. L'exporter en quoi? Alors, j'ai vu tout à l'heure le modèle, c'était .obj. Si je reprends ici, donc on était sur load. Non, load, c'était quoi? Load model. Voilà, c'était load model. Voilà, et tu vois, les formats de fichiers, c'est obj ou STL. Voilà. Donc tu peux essayer ça et je pense que tu peux reprendre vraiment ce bloc de code là, tu vois, Ok. pour charger. Donc à essayer. Mais je pense que ça peut être intéressant justement en essayant des jeux de lumière aussi comme ça, d'essayer de faire bouger les choses. Peut-être pourquoi pas d'essayer d'injecter un peu de random aussi. Ça peut être intéressant d'avoir les formes comme ça qui gigotent. Donc je pense qu'il y a énormément de choses à explorer avec ce système dynamique. OK? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, je vous dis à lundi, 10h30, et bon week-end. Merci beaucoup. Merci, vous aussi. Au revoir. Merci, bon week-end, au À revoir. lundi. Au revoir. À lundi, au revoir. Au revoir.